J'habite où je lutte. Où je lutte. J'habite où je lutte. J'habite où je lutte. J'habite où je lutte. Nous sommes heureux et heureuses d'accueillir pour ce dernier pétale de la saison dédiée à l'exil de notre balado Éric Fassin. Il se définit, comme nous l'entendrons dans l'entretien qui suit, comme un sociologue engagé. Il est ceci en même temps que beaucoup d'autres choses. Vanessa, tu peux nous le présenter avec plus de détails? Oui, volontiers. Alors, Éric Fassin a été élève à l'École normale supérieure, où il a fait des études littéraires et de langue. Il est agrégé d'anglais. Il a aussi une formation en sciences sociales qu'il a menée en parallèle. Il a fait partie de plusieurs instituts et de laboratoires de recherche, l'Institut des études françaises de l'Université de New York, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, l'Institut universitaire de France, dont il est membre senior. Il est actuellement professeur des universités à l'Université Paris 8 et il est rattaché à l'unité de recherche Sophia Paul. Alors, au-delà de sa formation puis de ses positions institutionnelles, Éric Fassin est peut-être surtout un spécialiste des questions de genre et de sexualité, dont il est l'un des pionniers en France, puisqu'il a animé en 1994 le premier séminaire dédié à ces questions à l'École normale supérieure. Il s'intéresse aussi depuis longtemps à la question raciale. On peut dire que la colonialité lui a sauté aux yeux pendant ses premières années de recherche qu'il a passées en Côte d'Ivoire. La colonialité lui a aussi collé à la peau d'une certaine manière, puisqu'il a rejeté à ce moment de sa trajectoire une carrière d'africaniste qui lui tendait les bras, conscient de ne jamais pouvoir, en tant que blanc, se départir de privilèges qui auraient influencé de manière indélébile la production de ses savoirs. Alors on peut aussi dire que genre et race, alors ici tous deux entendus comme rapport de pouvoir, s'entrelacent dans nombre de ses travaux qu'il conduit dans une perspective intersectionnelle. Alors les premiers, certains et certaines s'en souviennent peut-être, concernaient les affaires américaines du début de la décennie 90 et notamment celle du juge Clarence Thomas qui avait été accusé de harcèlement sexuel par une autre juriste noire, Anita Hill, au moment d'être nommée à la Cour suprême américaine. Alors, c'était le sujet de son premier article sur les États-Unis, un premier d'une série longue et continue qui lui vaut souvent le qualificatif d'américaniste, pendant qu'il trouve, lui, que ses recherches sur ces affaires sexuelles l'ont plutôt fait féministe, en réalité. Alors, l'étude de l'ordre des sexes, de la culture du viol, une expression qu'il a d'ailleurs employée dès 1997, mais aussi l'étude des discriminations liées au genre, aux sexualités et à la race ne serait pas grand-chose, je crois qu'on peut le dire, en France, sans son travail de chercheur, mais aussi de traducteur. Alors, traducteur, pas ici au sens de la langue, mais au sens du contexte de production des idées et de leur circulation internationale. Il est en effet de celles à qui l'on doit, en France, d'avoir connu et pensé avec Joanne Scott, Judith Butler, Gail Rubin, Eve Kosowski-Seguic, Kimberly Crenshaw, Monique Wittig, Catherine McKinnon, Teresa de Lauretis et puis bien d'autres encore. Donc, il est de ces pionniers qui ont amené la pensée culturelle queer féministe américaine en France, finalement. Oui, absolument. On aurait pu passer de très nombreuses heures en compagnie d'Éric Fassin sur ces sujets, mais c'est à propos de la liberté académique, de la liberté universitaire que nous l'avons interrogé et des attaques dont il a été et il continue d'être l'objet, tant pour ses travaux que pour les positions qu'il a prises. Oui, des positions qu'il n'a pas hésité à prendre. Alors, d'abord dans l'espace public, en faveur des unions de personnes de même sexe, dès les débats sur le Pacs, bien avant ceux sur le mariage, mais aussi des positions en soutien de personnalités qui luttent en France contre le racisme des institutions policières et judiciaires, comme Assa Traoré par exemple, ou alors des positions en faveur de collègues attaqués par tel ministre pour soi-disant islamo-gauchisme, ou des collègues comme Sophie Gigot, qui a récemment été accusée d'endoctrinement pour avoir invité des étudiants dans le cadre d'une journée pédagogique à s'intéresser au sort des migrants de Calais,
ou encore des positions qu'il a prises pour sensibiliser au sort des populations roms, qui ont historiquement, on le sait, très peu d'alliés. Des positions plus discrètes aussi, pas privées, mais plus discrètes, comme par exemple celle qu'il a prise bien avant MeToo, puisque c'était en 2002, de soutien à une étudiante qui était victime de harcèlement sexuel de la part de son directeur de thèse. Et ce sont tous des enjeux que tu viens de nommer qui sont d'actualité en France, mais qui sont également d'actualité au Québec, au Canada et dans bien d'autres pays du monde, malheureusement, j'ai envie de dire, et donc avec lesquels on pourrait faire plusieurs parallèles et par rapport auxquels Éric Fassin peut nous aider à penser. Oui, 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 absolument. Avant d'aller plus loin, on pourrait peut-être préciser pour le bénéfice de nos auditoristes le contexte dans lequel l'entretien qu'on va entendre dans quelques instants a été réalisé. Oui, alors en avril 2025, Éric Fassin est venu à Montréal dans le cadre du colloque international intitulé Politique de la liberté académique, état des lieux comparés. C'était un colloque qui était organisé à l'UQAM par la chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression. Alors, il a fait la conférence d'ouverture, une conférence dans laquelle il avait pointé l'alliance des politiques néolibérales et de l'autoritarisme qui menacent les savoirs critiques, considérés par cette alliance comme inutiles, dangereux. Il avait aussi analysé le renversement de l'argument de la liberté d'expression, qui est devenu depuis quelque temps un argument des conservateurs contre la liberté académique. Il avait aussi développé une réflexion autour de la parole académique à l'heure de la désinformation, de la post-vérité et des discours anti-sciences décomplexés. Alors j'ai envie de dire sur ce dernier aspect de sa conférence, pour peut-être un peu piquer la curiosité de nos auditoristes et pour lui rendre un hommage à la fois académique et politique, qu'il est apparu à Montréal comme l'une des armes intellectuelles les plus efficaces contre le dire n'importe quoi, qui fait malheureusement florès ces temps-ci et qu'il analyse et épingle avec beaucoup de brio dans ses plus récents travaux. Oui, et toujours en avril 2025, donc au moment de son passage à Montréal, les universitaires de partout dans le monde avaient les yeux rivés sur les États-Unis pour plusieurs raisons, mais notamment en raccord avec le projet 2025 qui guide la seconde présidence de Donald Trump, qui avait déjà entrepris de détruire tout ce qui était possible de détruire de l'écosystème de l'enseignement supérieur états-unien. Sous la houlette de Trump, l'administration états-unienne a pris un nombre de mesures aussi injustes que délétères, comme l'arrêt ou l'annulation de bourses d'études, la désadmission d'étudiants ou d'étudiantes, le définancement de projets de recherche susceptibles de mettre au jour les inégalités ou les discriminations, par exemple, ou encore les risques climatiques, la suppression de données et de sites Internet de référence, la censure de livres, la censure de revues, la précarisation, le licenciement de personnel, les attaques nominatives contre des cadres et des professeurs, l'annulation de conférences et de colloques, la menace de révocation de l'accréditation des universités qui ne répondraient pas aux critères de l'administration Trump, donc autrement dit des universités qui persisteraient dans leur politique d'équité, de diversité et d'inclusion, qui sont aussi des termes honnis maintenant, des interdictions de collaborer avec d'autres chercheurs dans le cadre d'organisations internationales comme l'OMS, le GIEC, et ainsi de suite. La liste, elle est très, très longue, malheureusement. Il s'agit d'autant de mesures qui interrogent la liberté académique, l'autonomie des universités et la démocratie. Donc, plusieurs universitaires ont immédiatement pris la plume pour alerter et mobiliser leurs collègues. On pense par exemple à l'article We Have to Resist, publié par l'historienne Joan W. Scott, mais les universités se sont peu et parfois mal défendues. 75% des scientifiques états-uniens interrogés ont déclaré vouloir quitter leur pays et de nombreux pays partenaires du monde académique américain à un titre ou à un autre chiffraient déjà les effets dévastateurs de ce nouvel ordre trumpien ou trumpiste sur leur propre système universitaire. Bref, on a commencé à comprendre en avril 2025, à grande échelle, à quel point l'idéologie réactionnaire, obscurantiste et autoritaire de Donald Trump et de ses troupes MAGA veut du mal à celles et ceux qui ont fait profession d'éduquer, d'enseigner, de chercher, d'acquérir et de partager des connaissances. La science, disait-on à l'époque, et dit-on peut-être encore, est en tant que telle menacée. Oui, alors c'était, comme tu l'as précisé, un contexte très particulier, assez éruptif, j'ai envie de dire. D'autant qu'à l'ombre de ce cas américain, qui est évidemment très emblématique, les universitaires d'autres pays s'interrogeaient aussi
sur les capacités d'accueil de leurs collègues américains qui, effectivement, disaient vouloir quitter le pays pour certains, mais aussi sur leurs propres conditions de travail. Oui. Et beaucoup constataient avec des manières, dans le fond, avec des manières plus délicates, leur gouvernement respectif n'était pas exempt de toute critique. En effet, dans de nombreux pays maintenant, en Europe, mais même ici au Québec ou au Canada, il y a beaucoup d'avocats et d'avocates de la réduction des dépenses d'éducation et de recherche, et puis aussi des nombreux critiques des libertés académiques et de leur maintien. Alors évidemment, on voit ici l'effet des politiques austéritaires, des paniques morales qui s'allient de manière particulièrement efficace. Désormais, ce sont plus seulement les arts et la littérature et les sciences humaines et sociales qui sont attaqués avec des arguments d'ailleurs plus ou moins fallacieux sur lesquels on pourrait revenir, mais aussi et plus généralement tous les enseignements, projets de recherche ou parutions qui feraient droit d'une certaine manière à la critique de l'ordre social. Alors cette situation, on l'a vu pendant ce colloque, mais aussi à l'occasion de tout un tas d'autres événements académiques, est tellement internationalisée, qu'au-delà des effets d'annonce momentanés, bien les collègues américaines et américains, eux, sont loin d'avoir déferlé dans les pays qui prétendaient les accueillir, notamment parce que les gouvernements qui prétendaient être terre d'accueil sous-dotent également financièrement leurs universités et inquiètent parfois leurs propres membres du corps académique. La rareté, il me semble, il y a eu quelques transferts de collègues américains qui effectivement se sont exilés tout dernièrement. On pense peut-être, je vais en citer juste deux, qui sont deux spécialistes du fascisme et de l'antifascisme. Donc Jason Stanley, qui était ancien professeur à l'université de Yale et qui co-dirige aujourd'hui la chaire en études américaines et en politique publique à la Munk School de l'université de Toronto. Et puis on peut citer aussi Mark Bray, qui était professeur d'histoire à l'université Rutgers du New Jersey, qui a fui en Espagne. Mais au-delà de ces noms et de quelques cas emblématiques, en réalité, les chercheurs ont été rares à quitter les États-Unis et à pouvoir être accueillis à l'étranger, notamment dans les universités européennes, notamment les universités publiques. Et il me semble que, dans le fond, le peu de transferts qu'il y a eu signe la rareté, en réalité, des ressources qui sont aujourd'hui mises à disposition des académiques et qui signent aussi les attaques dont ils et elles sont aussi les victimes. Par ailleurs, ces quelques transferts ont aussi souligné, il me semble, une forme d'ironie de la situation, l'esprit néolibéral et compétitif qui structure les champs académiques qu'on a bien observé dans la concurrence que les universités se sont fait pour accueillir ces chercheurs exilés. En effet, rares ont été les logiques collectives et coordonnées d'accueil, comme celle par exemple du programme PAUSE qui avait été créé en 2017 et qui est porté par le Collège de France, qui protège et accueille malheureusement chichement et en petit nombre, mais on fait ce qu'on peut, les scientifiques et les artistes qui peuvent plus poursuivre leurs activités dans leur pays d'origine. Donc, au-delà de ces politiques d'accueil, ou en tout cas de ces volontés affichées d'accueil, pour faire face à la situation, dans le fond, quasi internationalisée, dans laquelle on se trouve dans le monde académique, des mouvements ont beaucoup vu le jour ces dernières années. Alors, au gré des réformes successives, pas seulement de l'arrivée au pouvoir ou de la réarrivée au pouvoir de Donald Trump et de sa nouvelle administration, je pense à des mouvements qui tentent de s'internationner, comme Stand Up for Science, par exemple, mais qui sont un petit peu à la peine. Il y a aussi des luttes qui, pour le coup, elles sont très localisées, donc des syndicats qui sont vent debout contre les universités en faillite, des personnels qui sont en colère contre les non-renouvellements de postes et les coupes dans les budgets ou des coupes dans les créations de postes. Je pense aussi à des indignations passagères, quand un membre de telle communauté académique est trop injustement traité qu'il le fait savoir. Je pense aussi quand il y a des formes de médiatisation, de souffrance au travail et de suicide au travail. Je pense notamment au collectif qui vient de se créer en France, qui est intitulé « Nous ne voulons plus mourir à l'université », qui est un collectif qui s'est créé en réaction au suicide de Marie Desbois, qui est une collègue qui était victime de la précarité. Oui, c'est... Bon,
Voilà, victime de la précarité et des insoutenables conditions de travail qui prévalent en fait dans le champ académique français, où on ne compte plus, et là je cite et je reprends les mots du collectif, les thèses sans financement, les déménagements forcés, les vies dans les trains, on appelle ça les turboprofs, les vacations sous-payées, les droits au chômage qui réduisent chaque année un peu plus, et puis bien sûr les violences racistes, sexistes, classistes, etc. Alors il y a évidemment des différences de structuration dans les champs académiques, il y a aussi des différences dans les conditions objectives d'exercice du métier académique, qui sont différentes selon les pays, et qui empêchent du coup beaucoup l'union des luttes, parce qu'on ne partage pas tous les mêmes conditions de vie et de travail, sans compter aussi que une partie, il faut bien le reconnaître, même si ce n'est pas une majorité, une partie des attaques qui sont subies par les académiques sont cautionnées, si ce n'est initiées par certains collègues, contrairement à ce que certains pensent. Non, toutes les universités ne sont pas des nids de gauchistes alliés et solidaires, voilà. Par ailleurs, évidemment, les universités ne sont pas toutes en défense de leur personnel, loin de là, puisqu'elles sont, alors notamment dans le monde d'Amérique du Nord, mais quand même très liées à des donateurs privés, et d'autant plus liées que les gouvernements les définancent. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis aussi en raison d'une force, finalement, d'une sorte d'international anti-intellectuel, populiste, réactionnaire, néolibérale, néofasciste, qui existe désormais, qui est très prégnante, très influente, qu'Éric Fassin analyse d'ailleurs dans un ouvrage qui a été publié en 2024 et puis republié et augmenté en 2025, qui est intitulé « Misère de l'anti-intellectualisme, du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme » et qui reprend justement, qui met en contexte et analyse toutes ces attaques. Alors je crois qu'il n'est pas exagéré de dire, quand on est un académique aujourd'hui, même si c'est encore à géométrie variable en fonction des pays, des statuts, des genres, ou des origines ou même des sujets de recherche, qu'on nous attaque, on nous menace, on nous tue. Et si cette dernière assertion reste le plus souvent de l'ordre de la violence symbolique, elle ne l'est pas dans les pays qui persécutent, qui poursuivent, qui condamnent, qui emprisonnent leurs académiques ou les poussent à l'exil. On pense par exemple au cas très emblématique de notre collègue sociologue turc exilé en France, Pinar Selek, qui est poursuivi, harcelé judiciairement depuis 28 ans par les autorités turques parce qu'elle serait soi-disant impliquée dans une explosion terroriste qui avait frappé le marché aux épices d'Istanbul. Donc, au milieu de tous ces cas et dans ce contexte, Éric Fassin, lui, pour sa part, a été beaucoup accusé. Alors, je mets des guillemets, je reprends les termes, pas tellement pour les faire valoir, mais pour qu'on se donne un peu une idée de quoi il retourne et de où on en est. Il a été accusé d'être un connard à décapiter, un trou dans le bouclier académique, un censeur, un technico-commercial de toute la quincaillerie sociologique américaine, ou encore d'être la tête de pont de toutes les thèses débilitantes qui gangrènent aujourd'hui les universités françaises. Bon, j'en passe, parce que la liste est longue. Et puis évidemment, on l'a menacé, plus ou moins directement, selon les fois, de mort, très, très concrètement. Donc, on parle de choses ici qui sont sérieuses. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? Que faire de l'attaque? Comment faire face? Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit fuir? Est-ce qu'on doit se protéger? Comment on peut tenir bon face à toutes ces attaques? Est-ce qu'on doit poursuivre son travail ou l'arrêter? Est-ce qu'on doit transformer ses objets d'études, changer de champ, s'intéresser à d'autres sujets? Tout plein de questions qui, sans aucun doute, traversent l'esprit des gens qui subissent ce genre d'attaque, qui exercent leur métier dans des conditions comme celle-là. Et c'est des questions qu'on a posées à Éric Fassin, qui a eu la générosité d'y répondre pour lui-même et sans faux semblant, dans l'entretien que nous allons entendre maintenant et qui nous donnera matière à engager les quelques réflexions plus personnelles qui vont suivre et conclure cet épisode. Alors, sans plus tarder, on vous invite à entendre cet entretien que Vanessa a réalisé avec Éric Fassin en avril 2025 à Montréal. Alors, Éric Fassin, bonjour. Bonjour, Vanessa. Merci beaucoup d'accorder un peu de ton temps, puisque tu es de passage au Québec à J'habite où je lutte, pour cet entretien. Alors, peut-être que je te laisse pour commencer te présenter.
Je m'appelle Éric Fassin, je suis sociologue, je suis professeur à l'université Paris 8 et je me présente en général comme sociologue engagé. Parfait. Alors, le sujet de l'entretien, c'est donc qu'est-ce que font les attaques, qu'est-ce que fait le fait d'être attaqué au travail qu'on fait ou à sa trajectoire, aussi bien biographique que académique. Ça fait longtemps que tu subis des insultes, des attaques diverses et variées de la part de tout un tas d'acteurs, eux aussi divers et variés dans le monde social. Peut-être une première question, c'est quoi l'attaque ? L'attaque, ça dépend des personnes vers qui elle est dirigée. En particulier, ce que j'ai pu constater, c'est que quand, comme moi, on travaille sur les questions minoritaires, et quand, comme moi, on n'appartient pas à une catégorie minoritaire, il y a une petite singularité dans les attaques, c'est qu'on n'est pas attaqué tout à fait de la même manière, et on ne le vit pas tout à fait de la même manière. En particulier, pour ce qui me concerne, j'ai le privilège relatif de pouvoir considérer que si je suis attaqué en fonction précisément d'un engagement, c'est-à-dire de quelque chose que j'ai choisi. Alors que ce que j'ai pu constater, c'est que lorsque des personnes qui sont en situation minoritaire sont attaquées, c'est en fonction de ce qu'elles sont et pas seulement de ce qu'elles font. Je le vois en particulier lorsque j'ai pu être assez rudement attaqué sur les réseaux sociaux, ou politiquement, etc. Ce sont mes idées qui sont attaquées, avec bien sûr l'idée que c'est pas seulement ce que je raconte, mais que, par exemple, l'accusation qui a pu être portée contre moi, c'était d'être traître à ma race. Autrement dit, les formes de solidarité que j'ai pu souhaiter développer avec des gens en situation minoritaire était considéré comme une trahison. Et par exemple, j'avais reçu une lettre de menace de mort qui me considérait comme un collabo qui serait tondu à la libération, qui serait exécuté à la libération. Des étudiants eux-mêmes avaient soulevé ce genre de choses contre moi. Donc, c'est le modèle du traître, du collaborateur, etc. Ce que, en revanche, j'ai pu voir lorsque ce sont des personnes qui, à certains égards, disent un peu les mêmes choses que moi, et qui sont attaquées, c'est que si ce sont des femmes, les attaques, elles porteront davantage sur leur corps, ou si ce sont des personnes racisées. C'est-à-dire que, en fait, la violence n'est pas la même. Donc, j'ai retrouvé une sorte de privilège dans l'attaque aussi. De même qu'il y a, je crois, un privilège paradoxal à être majoritaire pour parler de questions minoritaires, c'est-à-dire que, par exemple, je n'ai jamais été exposé au fait qu'on me dise que j'étais hystérique en parlant de féminisme. C'est un privilège relatif, encore une fois, mais qui n'est pas négligeable. Et de même, donc, dans les attaques, on est attaqué pour ce qu'on fait, et non pas pour ce qu'on est, pour ce qu'on dit, c'est-à-dire, en fait, pour ce qu'on choisit de dire. Et donc, c'est aussi une forme de reconnaissance. Et en ce sens-là, à nouveau, c'est une forme de privilège. Je le dis non pas du tout avec une sorte de culpabilité qui reviendrait à dire que je devrais m'excuser d'être en position majoritaire, mais que, en tout cas, ça incite à endosser une forme de responsabilité, et que cette forme de responsabilité, ça veut dire qu'il faut continuer, et que j'essaie de considérer que les attaques, quelque dures qu'elles puissent être, sont des formes de reconnaissance, un hommage indirect un hommage politique indirect, et que donc c'est une bonne raison pour continuer, et que je n'ai pas le droit, en quelque sorte, de trop psychologiser tout ça. J'ai pas le droit de me laisser abattre, puisque, après tout, je l'ai bien cherché, pourrait-on dire. Ou en tout cas, je suis content qu'on pense que je l'ai bien cherché, puisque, au fond, c'est le privilège de pouvoir faire de la politique comme un choix. Alors, tu parles de continuer. Est-ce que néanmoins on continue différemment ? Est-ce que tu as senti qu'à certains moments, certaines injures, insultes, menaces ou attaques ou violences t'amenaient malgré tout à faire comme des micro-ajustements, des micro-bifurcations, ou peut-être prendre un objet ou construire un objet de réflexion d'une manière un peu différente ? Est-ce que malgré tout ça a fait déjà quelque chose, au singulier ou au pluriel, à ta manière de travailler ? Je pense que de toute façon, c'est vrai pour moi, mais j'imagine pour tout le monde, on est constamment en train de réfléchir à ce qui est disciple, ce qui ne l'est pas, dans quels termes.
Donc de toute façon, c'est pas comme s'il y avait une parole libre qui serait antérieure à toute relation de pouvoir ou de domination, ou etc. On est toujours en train d'y penser. Et j'ai depuis longtemps, essayé d'aller aussi loin que je pouvais aller sans être entièrement grillé par mes prises de parole, ce qui évidemment signifie une forme de prudence aussi. À la fois prendre un peu des risques, mais aussi ne pas aller trop loin. Évidemment, on s'aperçoit qu'on va toujours trop loin aux yeux des autres, puisque dès qu'on fait quelque chose, c'est déjà potentiellement aller trop loin. Mais quand même, je ne voudrais pas dire que c'est seulement en raison des attaques, mais que, au fond, on anticipe toujours sur les effets qu'on imagine que pourrait produire ce qu'on dit et ce qu'on fait. En particulier, j'imagine qu'on est beaucoup sensible à ces questions lorsqu'on est sociologue, c'est-à-dire qu'on réfléchit aux effets sociaux de ce qu'on est susceptible de dire, de faire. Lorsque j'ai été plus explicitement attaqué, mon effort a été de ne pas être transformé par cela. C'est-à-dire de ne pas accepter que des gens pour lesquels je n'avais guère d'affection et qui en tout cas n'en avaient pas pour moi, puissent déterminer ma manière d'être. Donc j'ai essayé de ne rien changer. En pratique, en même temps, on change toujours. Donc je vois bien qu'il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de l'usure. Mais en même temps, je n'ai pas envie de cette fatigue et de cette usure. J'essaye beaucoup de réfléchir pour moi-même, mais aussi pour les autres, à ce que j'appelle la dépression militante, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on a envie de changer le monde, et en particulier lorsqu'on est à gauche, on est exposé au risque de finir par être déprimé, parce que ce ne sont pas seulement les gens de droite qui disent qu'il n'y a pas d'alternative, mais au fond, c'est une gauche réaliste qui va nous dire la même chose. Et puis à la fin, ce qui est déterminant, c'est que même si on n'appartient pas à ces catégories, on se dit « oui, mais je vais de défaite en défaite ». Et donc le risque de dépression militante, que je qualifie de mini-concept, parce que son ambition est modérée, en même temps, c'est une formule dont j'ai pu constater qu'elle était toujours et partout immédiatement entendue par les personnes auxquelles je parle. C'est-à-dire que dans des pays très différents, à des moments très différents, tout le monde voit très bien, depuis une vingtaine d'années au moins, ou depuis une trentaine d'années, ce que ça veut dire, la dépression militante. Donc, j'essaie de réfléchir à non seulement comment ne pas me laisser trop infléchir par les attaques, sans pour autant en rajouter, c'est-à-dire sans me laisser vraiment définir par elles. Ce que j'essaie de faire en même temps, c'est de voir comment on peut produire un discours qui ne soit pas simplement l'effet de ce sentiment d'être condamné à échouer dans son désir, dans son ambition d'obtenir des choses qui amélioreraient le monde, pour le dire de manière un peu grandiloquente. Mais je pense que cette forme de naïveté, elle est probablement inhérente au fait d'avoir envie de faire des choses. Donc j'essaie de réfléchir à comment je peux, en l'occurrence, à la première personne, mais comment on peut, c'est-à-dire comment on peut aussi espérer transmettre l'idée que, finalement, même si on est attaqué, premièrement, c'est une forme de reconnaissance, mais deuxièmement, de toute façon, on ne peut pas croire qu'on s'en tirera à bon compte. Donc la question, c'est d'essayer de le vivre le mieux possible, et finalement, avec l'idée que ne rien faire serait plus coûteux que de faire quelque chose malgré les attaques. Donc j'essaie de tenir cette ligne-là, et il y a une partie très volontariste dans tout ça, c'est-à-dire d'y réfléchir et de me dire qu'est-ce que je veux dans la vie. Ce qui, encore une fois, implique une forme de naïveté, d'illusion un peu de pouvoir déterminer ce qu'on fait, mais ça aide à continuer. Et c'est vrai que cette idée de continuer, elle m'importe beaucoup. D'abord parce que ça fait longtemps. C'est l'envers du vieillissement, c'est que ça fait un certain nombre de décennies que j'essaie de m'agiter de cette manière, avec des moments de succès relatifs et des moments d'insuccès pas relatifs. Donc voilà, comment continuer, comment tenir la distance, comment ne pas être cassé par tout ça. D'autant plus que, encore une fois, je pense que tout le monde n'est pas dans la même situation, et je fais partie des gens qui ont de la chance, qui s'en sortent bien, qui ont des privilèges, qui ont un confort, etc. Donc,
Voilà, je pense que je comprends tout à fait que d'autres puissent se décourager. Je ne vois pas de quel droit j'irais me décourager, étant donné que voilà, j'ai de la chance. Tu disais que tu essayais de faire en sorte que les attaques ou la violence ne te transforment pas. Les attaques disent néanmoins quelque chose de l'état du monde dans lequel on est. Est-ce que tu trouves qu'il s'est transformé ces dernières années, justement, oui. et que les attaques peut-être sont le signe, à défaut d'être le symptôme, en tout cas le signe de ces transformations? Oui, sans aucun doute, j'ai le sentiment qu'il n'est plus possible d'avoir l'illusion que nous vivons dans des sociétés libérales où, au fond, il y aurait une forme de tolérance, alors que peut-être ailleurs, l'intolérance, la violence illibérale ou autoritaire s'exercerait. Ces distinctions s'estompent tous les jours. Pour ma part, c'est ça, en fait, que je trouve déprimant. Ce ne sont pas les attaques, mais l'idée que les attaques sont normales. C'est-à-dire que, en fait, c'est dans ce monde-là que nous vivons. Donc, les attaques contre moi, c'est une chose. Je peux les retourner comme un signe positif de reconnaissance, mais l'état du monde dans lequel nous vivons, je ne peux pas lui trouver de signification positive. Oui, les choses se sont beaucoup aggravées. Je vois par exemple que... j'ai écrit 2 textes sur des attaques directes que j'ai reçues. Un premier, ou un peu plus de 2 textes d'ailleurs, mais je pense à 2. Oui, on pourrait faire une histoire avec 3 occurrences. La première, c'est vers 2013-2014, des lettres anonymes reçues à la maison. Et là, avec menace de mort, et ce que ça voulait dire, c'est que, en fait, on était encore dans l'anonymat. Autrement dit, que cette violence, elle avançait à visage couvert. Ensuite, en 2020, j'ai été l'objet de menaces sur Twitter par quelqu'un qui affichait son nom, qui affichait sa photo, qui affichait le lien même de son employeur, et qui donc me menaçait de décapitation. Ça, j'ai trouvé que c'était très frappant, c'est-à-dire qu'on pouvait désormais avancer à découvert. Et je prendrai une 3e étape, même si bien sûr elle n'est pas tout à fait du même ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace explicite, mais lorsque sur France Inter, Caroline Fourest choisit au lendemain de la mort d'un professeur, Dominique Bernard, de dénoncer des gens qui sont des trous dans le bouclier et que le premier nom qu'elle cite, c'est le mien. Eh bien là, je pense qu'il y a encore un degré qui est franchi, c'est-à-dire que là, ça devient un discours qui a un statut, qui a pignon sur rue. C'est un nom propre parfaitement identifiable, et c'est sur une chaîne du service public, et c'est d'ailleurs repris, cet extrait, au journal de France Inter à 13h, sans aucun commentaire, si ce n'est que c'est ce qu'elle a dit, et on entend mon nom comme quelqu'un qui serait un trou dans le bouclier au lendemain de la mort d'un professeur. Quand on sait que la fois précédente, la menace de décapitation, c'était aussi au lendemain de la mort d'un professeur, on se dit qu'il y a des échos troublants. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est la légitimation de ce discours de facto menaçant. La légitimation par une radio publique qui n'éprouve pas le besoin ensuite de me demander si je souhaite réagir, et qui, lorsque j'envoie un droit de réponse, le refuse, et lorsque j'envoie un 2e droit de réponse révisé par un avocat, le refuse encore sans explication. Heureusement, j'avais obtenu la protection fonctionnelle de mon université, mais finalement, je ne l'ai pas utilisée puisque je n'ai pas eu envie de me lancer dans un procès qui m'aurait pris beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'y vois un signe du fait que non seulement il n'est plus besoin d'avancer masqué, mais aujourd'hui, lorsqu'on lance de telles attaques, on peut le faire en ayant pignon sur rue avec le soutien d'une radio publique. Donc, est-ce qu'il y a eu une dégradation ? Oui. Je crois que ce n'était pas imaginable il y a quelques années. Et donc, on ne sait pas jusqu'où ça ira. On s'est dit quelque chose aussi du contexte français dans lequel tu te situes et tu évolues. Est-ce que tu as songé à partir ? Est-ce que tu as songé à t'exiler ? Et alors, si oui, ou en tout cas, comment est-ce que la question se pose, si elle se pose ? Et qu'est-ce que ce serait alors le sens de cet exil, si exil il y avait ?
Mais alors, je remonterai dans le temps, c'est-à-dire le fait que j'ai choisi, à l'âge adulte, de passer beaucoup d'années à l'étranger. Ce n'était pas un exil, c'était une expatriation. Et j'ai bien compris, en étant en Côte d'Ivoire à un certain moment, en étant aux États-Unis ou en Angleterre, que je n'étais pas un immigré, j'étais un expatrié. Là aussi, on voit bien que tout le monde n'est pas dans la même situation. Dans aucun cas, je n'étais un exilé. Mais en même temps, ça disait aussi, je crois, un sentiment de n'appartenir qu'à moitié à la carrière universitaire française, d'y appartenir bien sûr, mais pas entièrement. C'est sans doute un sentiment partagé par beaucoup de gens, mais en tout cas, c'est le mien, c'est-à-dire en être sans en être tout à fait. Je pense que c'est un peu la condition pour s'intéresser aux questions minoritaires, c'est-à-dire que ça facilite les choses. Si on n'adhère pas entièrement à la place qu'on occupe dans le monde, eh bien ça amène à se poser des questions sur le monde. Les choses se sont effectivement un peu compliquées avec des menaces récurrentes, des insultes, etc. Et bien sûr, le fait que la montée d'idées d'extrême droite, et pas simplement d'un parti d'extrême droite, mais la contagion des idées de l'extrême droite bien au-delà, qui a contribué à faire que ce que je racontais, qui avait un peu d'audience, en a beaucoup moins aujourd'hui. Donc tout cela m'a fait réfléchir à ma place et aussi à la question de savoir à quel moment le danger pourrait se rapprocher. Parce que, en fait, pour l'instant, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais raisonnablement, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison que les choses ne deviennent pas pires. Donc c'est une question qui ne me trouble pas particulièrement, mais à laquelle je réfléchis. Et j'y réfléchis maintenant depuis assez longtemps. Et en particulier, j'ai fait un choix que je raconte avec embarras, qui est, pour avoir enseigné un cours en Suisse pendant quelques années, et pour avoir été obligé, au bout d'un moment, d'ouvrir un compte en Suisse, eh bien, j'ai gardé ce compte en Suisse avec l'argent des cours que j'avais gagnés, en me disant, si j'ai besoin de partir, eh bien, j'aurai au moins un peu de marge. Ce compte, je tiens à le déclarer, est déclaré aux impôts. Donc, mais c'est une mesure que je raconte avec embarras parce qu'au fond, il y a un côté un petit peu ridicule, c'est un peu se raconter des histoires, se la jouer années 30. Mais bon, c'est un ridicule que je préfère assumer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En même temps, je n'ai pas envie de partir. Je me suis longtemps interrogé, en fait, quand j'étais... avant peut-être que les choses ne se durcissent, je me suis demandé pourquoi je n'étais pas resté aux États-Unis. Puisque, après tout, aux États-Unis, ce que je raconte dans le monde universitaire était bien vu, alors qu'en France, c'était beaucoup moins bien vu. Que l'accueil n'était pas le même. Et outre des raisons personnelles, mais je crois qu'il y avait aussi une bonne raison, c'est que c'est justement parce que ce que je raconte ne va pas de soi que ça m'intéresse de le dire. Et c'est donc dans le contexte où je suis partie prenante, et où je ne suis pas juste un universitaire en surplomb ou à l'écart, mais je suis pris dans cette réalité, ça m'implique, je suis partie prenante. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai finalement pensé que même si j'étais mieux traité ou j'aurais été mieux traité aux États-Unis qu'en France, eh bien ça avait du sens d'être en France. Heureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'est pas certain que ce soit encore vrai du côté des États-Unis, ce qui évite ces tentations un peu malsaines de confort qui serait d'aller à un endroit où tout le monde nous aimerait. Ce qui est bien sûr aussi illusoire. Mais je crois en tout cas que je n'ai pas envie de partir parce que j'ai l'impression que pour autant que je sois susceptible d'être l'objet d'attaque, ça doit vouloir dire que je gêne. Et ça, c'est une bonne chose. Et je ne le pense pas seulement pour moi, puisqu'en travaillant sur l'anti-intellectualisme aujourd'hui, ce que je défends, c'est l'idée que si les universitaires se font attaquer un peu partout, et en particulier si les savoirs critiques sont l'objet de menaces un peu partout, eh bien c'est précisément parce que ça compte. C'est donc à nouveau cette question d'une reconnaissance paradoxale, et je trouve qu'il serait dommage de se soustraire à cette reconnaissance paradoxale. Pour finir, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des œuvres
qu'elles soient littéraires, cinématographiques, enfin, peu importe, de sciences sociales, peu importe, qui te font tenir quand tu es dans l'instant de l'attaque ou dans la manière d'y réfléchir? D'abord, j'ai l'impression, enfin c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je constate avec une certaine tristesse que la place dans ma vie de la littérature a reculé. Simplement parce que, en fait, il y a une sorte d'emballement du travail universitaire et qui fait que quelque chose qui compte beaucoup pour moi, qui a beaucoup compté, mais qui compte encore beaucoup, finalement, n'a plus beaucoup de place. Et je trouve ça déplorable, à la fois dans ce que ça dit sur mon mode de vie, mais aussi sur une évolution sans doute du monde universitaire néolibéral, ou du monde en général. Bon, mais je le trouve aussi parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps réussi à préserver, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y avait pas que l'efficacité, l'utilité du travail. Et en fait, j'ai commencé par des études littéraires, et en quittant les études littéraires pour me tourner vers les sciences sociales, j'ai eu l'impression de retrouver un rapport désintéressé en quelque sorte à la littérature, de pouvoir lire sans avoir besoin de faire des explications de texte, etc. Et d'avoir en quelque sorte appris à lire, mais donc d'en avoir les bénéfices, mais de ne pas avoir l'inconvénient d'en faire un métier. C'est un peu ça qui est remis en cause aujourd'hui, et c'est un peu ça que j'ai envie de changer, c'est-à-dire que je crois que l'urgence aujourd'hui de faire des choses, d'écrire des textes, mais aussi différentes formes d'intervention au sens large, y compris par exemple en solidarité avec des collègues à l'étranger, etc., ou en France. Donc cette espèce d'urgence de faire des choses ne laisse plus beaucoup de place pour un mode de vie que j'aurais envie de revendiquer. Et en même temps, ça me pose une question qui n'est pas entièrement négative, c'est-à-dire qu'au fond, être passé de l'idée que lire c'est un métier à l'idée que lire c'est gratuit n'est peut-être pas satisfaisant non plus. Et au fond, je crois que j'essaye de plus en plus de penser que, par exemple, je travaille sur des questions d'histoire de l'art, et où j'ai l'impression qu'essayer de produire du sens, c'est-à-dire faire quelque chose qui est quand même dans la continuité de mon métier, eh bien, c'est aussi des espèces de vacances à l'intérieur de mon travail plus habituel. Ça n'est pas fuir la politique, ça n'est pas être dans la gratuité non plus, mais c'est faire un travail pour essayer de comprendre, de faire comprendre des choses. Donc par exemple, avec une collègue, Johanna Mazo, nous avons publié un livre pour l'instant en espagnol, mais qui va sortir en français à la fin de l'année chez Macula, sur... à partir d'une figure, la baronne Else von Freytag-Loringhoven, qui était une artiste contemporaine de Marcel Duchamp à New York. Et donc, travailler à partir de cette période, ça permet de poser des questions sur l'histoire de l'art, sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur en matière d'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre. Et donc, ce moment où ça n'allait pas de soi, où il y a eu une remise en cause, parfois résumée avec le mot « dada », eh bien, c'est... à la fois des vacances et du travail, et en ce sens-là, pour moi, c'est une chose très heureuse. C'est-à-dire que, en fait, d'un côté, ça mobilise des compétences que j'ai ou que j'ai eues, y compris puisque ça m'amène à... ça nous a amené, mais entre autres, ça m'a amené à reparler de figures comme Joyce ou comme William Carlos Williams, qui étaient des figures dans ce paysage. Donc pas seulement du côté de l'art, mais aussi du côté de la littérature. Et en même temps, ça m'a amené beaucoup du côté de mon incompétence, c'est-à-dire d'avoir à connaître des choses que je ne connais pas. Et en ce sens-là, donc, c'est une sorte de respiration dans mon travail actuel, où la question de l'urgence ne se pose pas du tout dans les mêmes termes lorsqu'on parle du début du XXe siècle. Et donc, c'est, je ne dirais pas exactement reposant, mais... c'est quand même une forme de semi-gratuité et en même temps la revendication de continuer à faire le même métier, c'est-à-dire d'essayer de produire un sens construit socialement. Merci beaucoup Éric Fassin d'être passé à Montréal et puis d'avoir accordé ce bel entretien à J'habite où je lutte. Merci beaucoup. Merci.
Alors voilà, on vient d'entendre cet entretien qu'Éric Fassin a eu la générosité de m'accorder lors de son passage à Montréal, donc en avril 2025, du temps qu'il a pris au milieu d'un agenda très chargé. Alors il y a évidemment plein de choses qu'on peut penser, interpréter ou qu'on peut réfléchir avec cet entretien. Moi, j'invite les auditeurs et les auditrices à le faire aussi avec un livre plus récent dans les mains, qui est le livre d'entretien qu'Éric Fassin a publié avec Iliana Eloi et Manuela Saceldo-Robledo, qui sont deux de ses anciennes étudiantes, qui est paru chez Textuel en 2025 et qui s'intitule S'engager en sociologue, et qui est vraiment une mine d'informations sur sa biographie, sa trajectoire, mais aussi pour comprendre un petit peu sa manière de travailler, sa manière justement d'oser s'engager et de penser la position du sociologue engagé. C'est un ouvrage qu'on recommande évidemment à nos auditeurs et à nos auditrices et qui nous a beaucoup influencé influencé de manière positive, je veux dire, qui nous a inspiré plutôt pour la présentation de cet entretien et dans lequel on a trouvé des éléments aussi pour alimenter notre réflexion sur le thème de notre saison, c'est-à-dire sur le thème de l'exil. Oui, parce que dans l'entretien, le travail et la trajectoire d'Éric Fassin, il y a évidemment plusieurs facettes à l'exil. Alors, il y en a une première qui est peut-être une facette biographique sur laquelle on ne va pas s'attarder, et qu'on retrouve justement dans l'ouvrage S'engager en sociologue, qui concerne en fait l'alternance ou le passage de lieux d'études, de vie, de travail, de recherche entre la France, les États-Unis, où Éric Fassin a étudié puis travaillé, passé beaucoup d'années, la Côte d'Ivoire aussi, je le mentionnais dans le tout début de notre entretien, mais aussi l'Afrique du Sud. Donc il y a cette facette de l'exil qui est comme une manière d'appartenir en fait à plusieurs espaces, des espaces dont on se sent parfois étranger dans le fond, alors qu'on y est intégré, qu'on y travaille, qu'on y a des objets de recherche. Et puis, il y a un aspect qui nous intéresse plus précisément et qui est vraiment l'objet, là, aujourd'hui, de notre conversation, qui est l'exil comme une possibilité, comme une question. Et une question qui est, dans le fond, le produit de la violence, le produit des attaques dont on peut être, dans le fond, l'objet, la cible, quand on est dans le champ académique. Et je trouvais que c'était intéressant de développer ça, cette facette-là avec Éric Fassin, parce que, en fait, il ose vraiment poser la question. Dans le fond, quand on travaille sur des sujets qui sont avec des mots-clés interdits maintenant, ou sur des sujets qui sont tabous, qui font pas l'unanimité, y compris parfois auprès de nos collègues, dans le fond, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère être ignoré? Est-ce qu'on préfère être instrumentalisé? Est-ce qu'on préfère être attaqué? Et dans sa réflexion, l'attaque, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est comme une espèce d'aveu paradoxal du succès qu'on a en fait. Si on est attaqué, c'est que ce qu'on dit bouscule l'ordre des choses. Il dit dans l'ouvrage S'engager en sociologue que c'est l'occasion de lancer des contre-attaques savantes quand on est attaqué politiquement. Donc ça ouvre dans le fond une fenêtre aussi pour s'exprimer et pour finalement contre-attaquer, avec cette idée que dans le fond, et il s'est posé aussi lui-même la question, c'est là que ça rejoint aussi sa biographie, où est-ce qu'il faut être? Est-ce que je dois quitter l'espace national dans lequel je suis attaqué, quand j'ai le choix évidemment, oui. de rester ou de partir? Est-ce qu'il vaut mieux que je reste à l'endroit où je suis attaqué, ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste à l'endroit où je suis le mieux accueilli et peut-être protégé? Alors pour tous les chercheurs et les chercheuses qui vivent des situations extrêmement dangereuses en contexte de guerre, de persécution, etc., la question évidemment ne se pose peut-être pas de la même manière. Non. Voilà. Mais quand on a le choix, quand on peut y penser, dans le fond, l'exil devient une question. Et une question qui est, je le disais, je le répète, le produit de la violence. Et l'idée d'Éric Fassin, c'est de dire, dans le fond, moi j'y ai réfléchi aussi, j'ai pensé à quitter la France, notamment parce que ses travaux sont très bien reçus aux États-Unis et qu'il a assez de liens là-bas pour pouvoir y retourner. Et sa réponse, ça a été de dire, mais en fait non, je reste en France. Je reste en France parce que je reste là où, dans le fond, je suis le plus utile et donc le plus dérangeant.
et donc, j'aurais dû le dire à l'envers, peut-être le plus dérangeant, le plus menacé, peut-être, mais du coup, le plus utile. Ouais. Et c'est la réponse qu'il donne à cette question, et il le dit d'une manière, je trouve, très honnête, à la fois intellectuellement et très claire, très transparente. Hein. Je vais citer un passage de l'ouvrage. Il dit, si en dépit de cette peur, parce que évidemment les attaques font peur, donc il dit, si en dépit de cette peur j'ai persisté, c'est non pas malgré, mais en raison de l'hostilité rencontrée. Elle était pour moi le signe que s'y jouait quelque chose. La violence disait l'importance de l'enjeu. Bien sûr, comme tout le monde, je préfère qu'on m'approuve, mais quand on me déteste, je sais que c'est pour de bonnes raisons, c'est le prix à payer pour essayer de faire entendre ce que d'autres ne veulent pas entendre. Voilà, l'attaque, la violence, c'est le prix à payer, dans le fond, de l'engagement. Alors, il n'y a pas chez Éric Fassin, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de romanticisation de cette position, hein, pas du tout. Il dit très bien la peur, l'usure, la fatigue, le découragement qu'on peut aussi ressentir. Mais à la fin reste cette idée que voilà, on va quand même trouver les forces, même parfois en prenant un peu de repos, un peu de recul, en se désengageant puis en revenant. Hein. C'est un flux, hein, l'engagement. Hein. C'est Oui. un flux et un reflux. Mais en tout cas, de rester là. Et il a un mot, une phrase que j'aime beaucoup. Il disait, on vit mieux en luttant qu'en se résignant. Donc, dans le fond, même si je réalise la menace, l'attaque, y compris grave, comme les menaces de mort proférées directement au domicile, par lettre, ou etc., hein, pas seulement sur les réseaux sociaux, ou pas de manière comme ça, un peu comme qu'on pourrait penser jetée en l'air. Cette menace, elle est d'autant plus importante et d'autant plus structurante, et du coup peut-être difficile aussi à voir, parce qu'elle est souvent noyée dans un ensemble de conditions d'exercice du métier académique, qui sont celles qu'on a décrites, hein, qui se dégradent beaucoup d'attaques de collègues, mais plus souvent des inerties en fait. On a vraiment l'impression, en tout cas c'était le cas en France, les académiques ont mené beaucoup de batailles, ils en ont perdu énormément. On a perdu la bataille au moment des mouvements de Sauvons la recherche. On a perdu la bataille au moment où Valérie Pécresse a fait sa réforme structurelle des universités, etc. Donc l'idée, c'était, dans le fond, il y a beaucoup d'abattements, il y a beaucoup de désespoir ou en tout cas de déception militante. Et puis, il y a cette forme d'inertie. Et donc la question se pose, la question de l'exil, quand elle est suscitée par la violence, elle se pose dans ce contexte qui est à la fois de lutte, d'échec et d'inertie, et en même temps toujours avec l'idée que si on s'exile, si on saute le pas, si j'ose dire, d'une certaine manière, si on décide pas, comme Éric Fassin, de rester à l'endroit de l'attaque, eh bien on va malgré tout payer un coût. Parce qu'il y a toujours un coût à l'exil, même s'il est confortable, même s'il est organisé. Voilà, pour les chercheurs, là en l'occurrence, dont je parlais, c'était pas toutes les situations n'étaient pas dramatiques de la même manière, mais et ces coûts-là, on les connaît, on les a payés. Quand je dis on, c'est y compris toi, moi, on y reviendra peut-être, hein, mais de démonétisation finalement de son travail. Quand on passe d'un espace national à un autre, on passe aussi d'un espace académique à un autre. Donc il y a une forme parfois, on prend le risque de la dévalorisation de son travail, de son CV tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'équivalence dans les systèmes de position et de promotion académique. On peut penser aussi aux questions de barrières de la langue, de frontières disciplinaires, de références bibliographiques qui ne sont pas les mêmes, d'axes de recherche qui ne sont pas formulés de la même façon. Donc en fait, on vit une succession d'empêchements ou de freins, de limites qui sont de toutes sortes, encore une fois, même quand on est accueilli dans des contextes très, très bienveillants. Alors, je voudrais pas noircir le tableau non plus, hein. L'exil, même quand il est suscité par une violence, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres travaux, d'explorer de nouvelles questions, d'hybrider des cadres théoriques et des méthodes, de tenter aussi de s'essayer à de nouvelles choses, hein, des micro-déplacements disciplinaires,
des manières d'écrire différentes, etc. Donc voilà, répondre à la question de la violence par l'exil, c'est se protéger et s'exposer en même temps. Et rester comme Éric Fassin a décidé de le faire, c'est aussi, d'une certaine manière, s'exposer, mais se protéger. Donc on voit là encore, comme on l'a vu dans plusieurs des autres interventions dans cette saison sur l'exil, qu'on a enregistré avec, aussi bien dans notre table ronde qu'avec d'autres invités, que dans le fond, l'exil, comme disent les sociologues, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire c'est tout un continuum de positions, de questionnements, rien n'est complètement simple ou tout blanc ou tout noir. Dans une situation, les choses dans les vies et les trajectoires, évidemment, s'enchevêtrent de manière, y compris parfois surprenante. Oui, ça demande énormément de nuances pour aborder ces vraies questions qu'Éric Fassin pose et que l'exil pose et que la liberté académique pose. Moi, personnellement, je trouve assez difficile de désarticuler ces questions-là, ces questions de liberté académique et d'exil en tant qu'enseignant-chercheur. Même si j'ai vécu certaines expériences que je pourrais situer à l'intersection des deux sujets complexes et qui sont, somme toute, très souvent interreliés, en tout cas dans nos milieux universitaires. Les exemples sont énormes et très nombreux, en fait, de gens qui sont passés d'un espace à un autre pour plein de raisons différentes, mais qui finissent par vivre une certaine forme d'exil ou enfin à se poser certaines questions qui sont liées à l'exil. On le disait, on vient de le dire, c'est des enjeux qui sont extrêmement complexes et qui demandent qu'on les aborde avec beaucoup de nuances. Et donc, moi, je suis extrêmement content que d'autres que moi, comme Éric Fassin, justement, aient fait le choix d'y consacrer une partie de leurs travaux parce que je me trouve plutôt démuni au moment de me prononcer là-dessus pour différentes raisons. J'ai de la difficulté, oui, je trouve ça très difficile d'en parler et même d'y réfléchir pour moi-même. D'abord parce que dans le contexte actuel, qu'on connaît le contexte universitaire, mais le contexte mondial de manière générale, le contexte politique, économique, social et culturel, j'ai eu la chance et l'immense privilège d'obtenir un poste menant à la permanence dans une université. Et donc, ma posture de privilège influence nécessairement la production de tout discours que je pourrais tenir sur quelque question que ce soit, principalement ici, dans le cas qui nous concerne, sur la question de l'exil. Mais cette position de privilège, elle influence aussi la réception de mes propos qui ne sont ni neutre ni désintéressé. Donc, c'est une posture qui est difficile à réconcilier avec mon expérience personnelle, je trouve. Et considérant le sous-financement chronique des universités au Canada, au Québec, considérant aussi l'anti-intellectualisme toujours de plus en plus décomplexé et l'extrême précarisation du travail de recherche et d'enseignement, et je pèse mes mots même, je n'exagère aucunement, c'est un travail qui est de plus en plus difficile à mener et de plus en plus précarisé. Je fais partie d'une minorité, mais absolue, de celles qui ont pu, par un hasard ou par un autre, passer entre les mailles du filet et atterrir enfin à quelque part, c'est-à-dire un poste menant à la permanence. Et je parle de hasard parce que malgré la compétition féroce, et peut-être même à cause de cette compétition féroce, souvent, c'est une question de hasard qui fait en sorte qu'une personne va être préférée à une autre pour un poste qui est à pourvoir dans une université. Je n'essaie pas d'être faussement modeste en disant ça. Je pense sincèrement que j'ai mérité ce que j'ai obtenu, mais je sais aussi à 100% que bien d'autres personnes que moi auraient mérité exactement la même chose et méritent exactement la même chose. Et je sais aussi que les candidates qui n'ont pas été sélectionnés au poste que j'ai décroché, par exemple, le méritaient sans aucun doute tout autant que moi. Moi, j'ai obtenu un poste menant à la permanence 6 ans après le dépôt de ma thèse de doctorat. J'avais publié 6 livres et des tas de chapitres et d'articles au moment d'obtenir ce poste. J'ai enseigné de façon précaire, même très précaire, dans 6 institutions, dans 2 provinces canadiennes différentes. J'ai accepté des contrats aux conditions parfois humiliantes, il faut le dire. J'ai accepté de me déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres dans un sens comme dans l'autre pour faire des cours. Donc, un turboprof comme en France, sauf que sans le TGV
arrivé, malheureusement, au Québec et au Canada, parfois dans une voiture, parfois dans des mégabus à minuit, parce que c'est le seul bus qui peut me permettre de rentrer à la maison après un cours. J'ai accepté de faire cours sur des sujets qui étaient absolument étrangers, parfois, à mes compétences. J'ai mis en pause des projets personnels, des projets familiaux. J'ai multiplié les contrats alimentaires accessoires pour compenser le chômage, qui ne permettait pas de payer le loyer pendant les périodes creuses, les périodes sans emploi, pendant l'été, par exemple. J'ai déposé des dizaines et des dizaines encore de dossiers de candidature. Parfois, j'ai été reçu en entretien dans des contextes qui, souvent, je vais le dire aussi, sont violents et dégradants, et ainsi de suite. Comme c'est trop souvent le cas dans le milieu, je ne suis pas une exception, je ne suis pas un modèle, je suis banalement médiocre de ce point de vue-là, c'est-à-dire que mon expérience est celle de beaucoup d'autres collègues, et malgré tout, c'est une expérience privilégiée. Et donc, j'ai gagné au loto, en fin de compte. J'ai obtenu un poste qui mène à la permanence, mais un poste situé à 4500 km quand même de l'endroit où je m'étais posé depuis quelques années, où j'avais commencé à tenter de me faire une vie. Ça reste le même pays, puisque le Canada est un très, très vaste pays, mais c'est une province différente, c'est un autre bout de continent, c'est une autre côte, une autre langue, une autre culture, et ainsi de suite. Donc, quand même, il y a des, comme on le disait tout à l'heure, il y a des conséquences. Je ne sais pas si ce sont des coûts dans ce cas-là, mais il y a des conséquences, en tout cas, à ce déplacement. Et ce déplacement-là, donc à 4500 km d'un endroit où je me trouvais à ce moment-là, mais qui n'était pas non plus mon lieu de naissance et mon lieu d'origine, qui n'était pas la province dans laquelle j'avais vécu la majorité de ma vie non plus. Dans certaines conditions, je pense qu'on pourrait peut-être considérer ce déplacement comme un exil. Je l'ai quand même choisi, je l'ai cherché, ce déplacement-là. J'ai voulu me déplacer. Et j'en avais envie, mais par moments, ça m'apparaît aussi comme si ça m'avait été imposé. Parce que pendant mes 6 années de recherche d'emploi que j'ai menées en parallèle avec mes activités intellectuelles d'enseignement, de recherche et d'écriture, j'ai compris qu'il y avait dans mes recherches quelque chose d'irrecevable dans certains milieux ou pour certains groupes, notamment dans les contextes universitaires francophones dominés par différentes formes d'ethno-nationalisme ou d'hétérocisnormativité. Et j'ai rencontré au fil des années plusieurs autres personnes qui vivaient une situation similaire à la mienne ou qui la vivent encore. Des gens qui ont été forcés, disons-le entre guillemets, de s'éloigner des sphères de production du savoir et de la culture qui sont liées à leur champ d'études. Des gens qui ont dû sacrifier certaines parties de leur vie pour en prioriser d'autres et qui réalisent après coup, souvent plus vite que moi d'ailleurs, l'impact que ça a pu avoir et que ça continue d'avoir, oui, sur la poursuite de leur carrière. Et donc, cette réalisation-là, je dirais que c'est peut-être la deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est très difficile de parler de manière rigoureuse et juste des enjeux de liberté académique et d'exil. Parce que je ne suis pas neutre, pas du tout dans cette situation-là, et je pense que je suis encore dominé par le traumatisme de la précarité. Et ce n'est pas une exagération quand je le nomme comme ça. Je pense que la précarisation extrême de nos professions fait en sorte, oui, de créer des conditions qui sont très similaires à celles des traumatismes que des gens peuvent vivre dans d'autres conditions. Et je suis encore sous l'influence des expériences de marginalisation qui ont ponctué mon parcours. Donc, de mon point de vue à moi, en tout cas, je n'ai pas le recul nécessaire pour départager entre mes affects et ce qui pourrait relever du systématique et qui pourrait faire l'objet d'une analyse plus précise. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis très, très, très content qu'on puisse bénéficier du travail et de la parole de gens comme Éric Fassin, mais aussi comme nos autres invités avec qui on a discuté tout au long de cette saison sur les questions d'exil dans le milieu universitaire, par exemple. Je répète, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Et même si je reste discret, vraiment, je suis très ravi qu'on ait pu créer un espace aussi extensif au sein de J'habite où je lutte pour pouvoir explorer quelques-unes des multiples dimensions de l'exil. Il y en a plein d'autres qui restent dans l'angle mort. On n'a pas pu tout aborder, évidemment, mais je suis vraiment content qu'on ait créé cet espace et je suis aussi très content d'avoir pu être témoin et allié des mouvements extrêmement importants comme celui des campements étudiants en soutien au peuple palestinien sur les campus universitaires, qui est un mouvement qui a révélé des contradictions fondamentales entre l'image publique et le financement privé des universités au Canada, qui a aussi révélé l'étroite imbrication du colonialisme et du néolibéralisme dans le modèle de gestion de nos institutions d'enseignement supérieur. Une imbrication qui avait d'ailleurs déjà été pointée du doigt par le mouvement en faveur du désinvestissement de l'industrie du pétrole et des combustibles fossiles. Mais en tout cas, ça a été un moment pour moi qui a été
révélateurs dans mon parcours. Et je pense aussi au programme international Scholars at Risk, qui est engagé depuis 1999 dans la protection et la relocalisation d'universitaires qui sont mis en danger en raison de leurs recherches ou de leurs idées politiques dans leur pays d'origine. Oui, mais je trouve très intéressant justement que tu livres quand même quelques éléments de ta biographie, même avec toute précaution et humilité, etc. C'est vrai qu'on s'est beaucoup retrouvés dans cette saison avec des collègues académiques qui ont, pour tout un tas de raisons plus ou moins forcées, décidé ou dû s'exiler pour travailler. Certains ont beaucoup voyagé pour des raisons évidemment différentes. Et je trouve que c'est intéressant de voir à quel point, au fur et à mesure de notre trajectoire, les questions désinsertion, insertion, réinsertion dans des espaces académiques différents, dans le fond, requestionnent non seulement les raisons de notre départ, les raisons de nos atterrissages, parce qu'on n'atterrit pas n'importe où et n'importe comment, et de voir comment ça travaille nos objets de recherche, nos manières de faire, et puis aussi peut-être l'idée qu'on se fait de sa trajectoire, la manière dont on se la raconte. C'est aussi une des choses qui marque les trajectoires d'exil. Oui. C'est cette manière qu'on a de constituer des récits autour de « Ah mais tiens, pourquoi tu es parti toi Qu'est-ce qui t'a fait quitter tel endroit ? Ou comment est-ce que tu es arrivé là ?» Et moi, j'ai réalisé en déménageant, j'ai failli en m'exilant plusieurs fois, mais que les récits non pas changent au sens du sens, mais se transforment au fur et à mesure que se nourrissent justement les trajectoires d'exil. Moi, j'ai quitté la France en 2018. J'étais dans une position particulière parce que j'avais fait partie. J'étais à la fois académique, j'avais eu une expérience de femme politique, j'avais osé bien avant MeToo parler des affaires sexuelles dans le monde politique et en parler aussi en écrivant des papiers dans le monde académique. Et c'est intéressant de voir comment, pour certains, je suis une pionnière, pour d'autres, je suis complètement effacée, je n'existe pas. Intéressant de voir aussi des collègues qui disent maintenant on est désolé de ne pas t'avoir soutenu ou pas recruté ou pas avoir été plus à tes côtés parce qu'on se rend compte maintenant de la violence que c'était, les attaques que c'était contre ce travail, dans un contexte aussi où, comme on était avant MeToo, il n'y avait pas tellement de solidarité, y compris féministe, je vais le dire comme ça. Et du coup, une relecture de mon travail de thèse sur le Parti vert et les écologistes qui était faite à la lumière de l'engagement que j'avais sur cette question des violences sexistes et sexuelles en politique. Et puis, en fonction des trajectoires et des migrations, on retravaille nos objets de recherche et puis on voit très bien les perceptions différentes. Notamment quand on passe sur l'espace nord-américain. Moi, après l'Angleterre, j'ai été à Vancouver et puis maintenant je suis au Québec. Je vois très bien comment, dans le monde académique, on valorise telle ou telle partie de mon travail en fonction de ce qu'on pense être tabou ou pas, intéressant ou pas, pionnier ou pas. Il y a aussi une forme d'inconfort, je trouve, pour ajouter à tout ce que tu as pu décrire, ou en tout cas qui est l'inconfort de ce que les autres nous renvoient de notre travail et de comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, dans des contextes qui sont des contextes nationaux, linguistiques, culturels, qui ont changé au fil du temps. Nous ne sommes pas restés à l'endroit où nous étions et où nous avions commencé à produire des travaux et à engager une trajectoire académique. Et je trouve que dans l'échange, dans la relation, dans les discussions avec les collègues et aussi avec nos étudiants, peut-être aussi avec les publics qui nous lisent, mais moi je le vois beaucoup avec les étudiants, l'interprétation de mon travail change au fur et à mesure que je migre et que je change d'espace académique et que j'en intègre certains. Donc c'est des choses, effectivement, tu le disais, qui sont éminemment complexes, et à la fois avec quand même des récurrences. Parce que dans le fond, même si on répond à la question de manière différente, on finit tous par être affrontés aux mêmes questionnements. Pas nécessairement à se poser les mêmes questions, mais les mêmes questions sont posées ou se posent à nous. Et puis après, on arrive ou pas
à y répondre et c'est pas toujours le temps ou le moment de répondre à toutes les questions en même temps. Oui, parce que tu parles de la réception des travaux, ce qu'on pourrait étendre au regard de l'autre de manière plus générale, qui a une influence aussi sur la manière dont on peut faire sens de notre propre parcours. Mais si on n'y a pas accès nous-mêmes à tout moment et en toutes conditions. Donc, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont réalisé ces choses-là bien avant moi, qui ont vécu des expériences similaires et qui ont compris ces expériences bien avant que moi, j'arrive à les comprendre. C'est parce que parfois aussi, on n'est pas en mesure de faire sens de certains de nos déplacements avant un certain temps, avant un moment de maturation ou d'infusion. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans le corps et dans la tête à ce moment-là, mais il y a des choses qui se passent et qui nous permettent à un moment de comprendre et d'inscrire ça dans un grand récit qui, au final, si on y arrive, est cohérent. Mais avant d'arriver à ce quelque part-là, non pas physiquement, mais intellectuellement, il faut pouvoir le conceptualiser comme un point d'arrivée, un point d'atterrissage, comme tu le disais tout à l'heure, et ce n'est pas toujours très évident. Enfin, je retiens beaucoup de choses de toutes les conversations qu'on a eues pendant cette saison-ci, et on poursuit dans notre prochain épisode d'ailleurs. On n'a pas terminé d'en parler, mais on achève de parler des exils. Pour revenir un peu plus, disons, au sujet de l'exil dans le milieu universitaire de manière plus précise et à l'entretien qu'Éric Fassin nous a généreusement accordé, je retiens plusieurs choses, oui, mais entre autres l'importance de protéger l'indépendance des universités, de quelque pouvoir politique ce soit. Ça, je pense que je n'ai pas besoin d'en faire la démonstration. Les exemples que tu as amenés en introduction et dont Éric Fassin parle dans ses travaux sont très nombreux et éloquents sur la question de l'indépendance nécessaire de l'université ou enfin des chercheurs et des chercheuses dans l'université. Mais je retiens aussi quand même le devoir de vigilance qui revient aux personnes qui œuvrent à l'université. Tout particulièrement, là, je pense aux professeurs qui bénéficient de la permanence et donc d'une sécurité d'emploi qui est devenue presque impossible à trouver ou à atteindre. D'une part, ce que je veux dire par là, c'est que ces professeurs sont en mesure de peut-être d'avoir des positions publiques ou enfin de dire certaines choses que d'autres ne peuvent pas se permettre de dire ou de pointer du doigt à cause de la précarité de leur posture. Et donc, il me semble, en tout cas à moi, que en tant que professeur permanent ou en voie d'obtenir la permanence, on doit développer une certaine forme de littératie administrative, forcément, pour être en mesure de résister à la néolibéralisation de l'université. On est, enfin, dans le contexte canadien, les professeurs sont impliqués dans l'administration universitaire. On a donc la responsabilité, à quelque part, de devenir le grain de sable dans l'engrenage du néolibéralisme, dans la machine bien huilée de l'université coloniale. Je pense qu'on a la responsabilité d'essayer, en tout cas, de réorienter les structures technologiques de l'université contemporaine vers la création d'un avenir dont on voudrait faire partie, dans lequel les professeurs n'auraient pas peur d'être attaqués au couteau pendant un cours de Gender Studies, dans lequel personne risquerait que son financement lui soit retiré du jour au lendemain par un décret gouvernemental quelconque, ou un monde encore dans lequel aucun intellectuel ou aucune intellectuelle ne serait forcé de quitter son pays sans le vouloir pour être capable de continuer de travailler sur les sujets qui l'intéressent. Mais c'est une entreprise, évidemment, qui est colossale et ça ne peut pas reposer sur chacun et chacune individuellement de manière isolée du collectif. C'est une tâche qui est beaucoup trop vaste pour être menée en dilettante pendant nos temps libres, surtout qu'on n'est pas tous et toutes au même niveau de littératie administrative, financière, économique, etc., etc. Donc, je continue de penser que c'est notre responsabilité de le faire, mais qu'on doit aussi mettre en place des réseaux de solidarité ou des collectifs de connaissances comme ceux qu'Éric Fassin a évoqués, ou comme ceux auxquels on a pu participer, toi et moi, par exemple, dans notre carrière. L'université, en tant qu'institution, elle a le potentiel d'être un terreau fertile pour l'émergence d'une nouvelle conscience collective, une conscience politique, mais si on continue de travailler en silo, les attaques à la liberté académique et au savoir situé vont pouvoir continuer de se multiplier, comme les ingérences politiques dont on est témoin en ce moment. Donc, je dirais, pour conclure sur mes impressions et te donner aussi la chance de partager les tiennes, très chère co-animatrice, qu'on doit miser sur l'imagination et l'espoir dans nos mobilisations.
Je pense entre autres à l'anthropologue libano-australien Ghassan Hage, qui dit que ce qui caractérise le néolibéralisme, c'est précisément la fin de l'engagement de la société envers l'espoir. Et on vit à une époque qui manque cruellement d'imagination. Il me semble qu'on a de plus en plus de mal à concevoir des avenirs qui s'éloignent des modèles actuels et du statu quo. On pense que, bon, les choses sont ainsi, c'est tout, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, on ne peut pas changer, il faut accepter, il faut se résigner, etc. Et c'est probablement un des effets du réalisme capitaliste, comme l'a identifié Mark Fisher. Mais je crois à ce que la poète et théoricienne féministe chicana Cherry Moraga a écrit dans la préface de la 4e édition d'un ouvrage qu'elle a coédité avec Gloria Anzaldúa, qui est majeur, qui est immense, This Bridge Called My Back, qui a été traduit très récemment en France chez Cambourakis. J'oublie le titre malheureusement, mais on le mettra sur notre site web. Cherry Moraga, elle dit dans cette préface « Quelles idées ne voient jamais le jour parce que nous imaginons déjà avoir toutes les réponses ?» Cette question-là, elle est simple. C'est une question que je ne veux pas perdre de vue, que je veux continuer de me poser et qui me donne envie de céder à mon désir, mais à nos désirs de quelque chose de différent. Et si, je disais tout à l'heure, j'ai de la difficulté à parler d'exil et de liberté académique, à les articuler ensemble, et si je ne sais pas comment répondre à toutes les questions qu'on s'est posées avec Éric Fassin et avec nos autres invités pendant les différents épisodes de notre saison, je sais tout de même que je refuse de perdre espoir et de cesser d'imaginer d'autres mondes possibles. Donc, je refuse d'être transformé en pion du néolibéralisme par le cynisme ou par ma position confortable dans l'université. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je choisis de continuer à travailler, notamment ici avec toi, avec nos auditoristes et nos invités, à la transformation du monde, un geste à la fois. Oui, mais je pense que c'est aussi toute l'idée que développe Éric Fassin, alors qui passe toujours du temps dans ses conférences, il l'a refait à Montréal, il l'a refait dans les ouvrages, hein, de dire qu'il ne faut pas sombrer dans ce fameux Tina, there is no alternative, qui était le grand mot de la première ministre britannique, la dame de fer, Margaret Thatcher, qui dans le fond est une phrase que beaucoup ont pris au sens économique, évidemment, mais qui est une phrase pour massacrer les espoirs d'autre chose, déjà massacrer les volontés de critiquer l'ordre du monde tel qu'il est, l'ordre social tel qu'il est. Et c'est justement ça la pensée critique, de dénaturaliser le monde social et de dire que s'il a été construit, on peut le déconstruire et on peut le reconstruire autrement. Et je pense que c'est à ça qu'on essaie de s'accrocher et que s'accroche aussi, ou ce à quoi invitent les réflexions et les auteurs et les autrices que tu citais là. Et c'est aussi le cas d'Éric Fassin quand il travaille dans s'engager en sociologue, où il explique justement ce lien qu'il y a entre le sociologue engagé. Voilà, c'est quelqu'un qui a une position, qui n'est pas neutre. Bon, lui, il dit, voilà, je suis un homme cis, hétérosexuel, blanc, etc. Mais la question, c'est pas ce que je suis, c'est qu'est-ce que j'en fais. Qu'est-ce que depuis cette position, comment est-ce que j'utilise cette position pour penser et contester l'ordre social et pour essayer de le transformer, voilà, malgré les embûches, malgré les échecs, malgré les retards, voilà. Et donc on sait qu'on a déjà plein d'outils, il y a plein de réflexions. Il y a des réflexions évidemment sur les savoirs situés, des réflexions épistémologiques, des réflexions méthodologiques qui sont notamment développées par les autrices féministes dans le champ académique et le champ militant depuis de nombreuses années. Je renvoie d'ailleurs à l'excellent ouvrage qu'Éric Fassin a publié avec Caroline Ibos et qui s'appelle La savante et le politique, ce que le féminisme fait aux sciences sociales. Il y avait eu un colloque et des actes de ce colloque, et puis ça a donné lieu à la parution de cet ouvrage là qui est sorti en 2025, où il y a énormément de réflexions sur des manières de faire différemment dans l'université, qui me font aussi penser à d'autres propositions, alors qui ne sont pas des propositions féministes, mais qui sont les propositions que Lapa Persson a fait dans un ouvrage publié en 2017, A Third University is Possible, où Lapa Persson propose que l'on soit
des cyborgs. Alors, j'ai pas le temps de développer sur la définition, mais en tout cas, des outils de perturbation, de subvertissement, enfin non, de subversion, pardon, de la machine académique et de ses technologies, hein, des machines en fait, c'est une invitation à penser l'université comme une machine imbriquée dans d'autres machines, des machines de guerre, des machines financières, des machines commerciales. On l'a bien vu dans l'exemple que tu rappelais, hein, des mobilisations sur les campus pour sensibiliser à la condition des Palestiniens et des Palestiniennes. On a vu comment la police a envahi les campus, comment les étudiants et aussi le corps académique a été policé au sens littéral du terme par les forces de l'ordre, etc. Donc la question, c'est rejoint dans le fond les questions que pose Éric Fassin et qui sont qui je suis et qu'est-ce que j'en fais et à quoi je suis utile dans la déconstruction-reconstruction d'un ordre académique qui pourrait être différent. Et ça nécessite de tenir d'une certaine manière, et le lien il est là à mon avis, aux libertés académiques, quel que soit dans le fond le contexte de leur énonciation ou de leur pratique. Ça veut dire quoi très concrètement, hein? Ça veut dire continuer à travailler, c'est-à-dire à enseigner, à chercher, à faire notre métier sans s'auto-censurer dans un contexte qui est, il faut l'avouer, hein, où paraît finalement de peut-être plus futile, mais aussi très indispensable de parier, et c'est ce que fait aussi Éric Fassin, hein, de parier sur l'intelligence des gens, en fait, pas sur leur bêtise ou sur l'ignorance, mais de parier sur leur intelligence, sur leur désir de savoir, sur leur volonté de savoir, sur l'envie des étudiants et des étudiantes de découvrir des nouvelles choses, sur la capacité d'académique à faire communauté, même au-delà des frontières, même par Zoom, par visio, par colloques interposés, par parutions qui se parlent et se répondent, de s'accorder dans le fond, et là je pense qu'on rejoint vraiment Éric Fassin sur l'idée que ce qui nous définit tous ensemble dans cette communauté, peut-être au-delà de tout, hein, et au-delà des différences de conditions d'exercice du métier, c'est le refus de dire n'importe quoi. La volonté de prendre la recherche de la vérité comme objective, comme méthode, comme responsabilité morale, comme responsabilité politique. Voilà, dans cette forme de vigilance qui est désormais nécessaire, et pas seulement dans les régimes autoritaires, mais aussi dans les régimes non autoritaires qu'on considère ou on intitule, on qualifie parfois de régimes illibéraux, qui est celui du Québec, hein, dans lequel, dans le fond, enfin, qui échappe pas au tournant populiste, anti-scientifique. On a beaucoup de collègues, hein, qui ont travaillé dans la revue À Bâbord, dans laquelle on publie, nous deux aussi, des chroniques, mais aussi dans d'autres lieux, hein, ou d'autres supports qui ont pointé, hein, toute la dérive du gouvernement actuel de la CAQ, qui a menacé la liberté académique avec une loi, hein, la loi 32, qui oblige, dans le fond, qui intervient dans le système de gouvernance des universités, comme l'avait fait par ailleurs, je le citais tout à l'heure, hein, la loi dite LRU ou loi Pécresse qui avait été adoptée en France en 2007, et toutes ces mesures qui sont au départ des mesures un peu maquillées en mesures budgétaires, alors évidemment d'austérité budgétaire, hein, il n'est jamais question, tout le monde ne cesse de dire dans le monde politique qu'il faut parier sur l'éducation, que les jeunes c'est l'avenir de la société, etc., etc., mais dans le fond, on coupe dans ces budgets, et notamment en ce moment pour doter des budgets militaires, parce que l'heure est à la guerre. On le voit très bien, partout dans le monde, l'heure est à la guerre. Et donc, c'est dans les ressources des services publics, mais aussi de l'éducation et de la recherche qu'on pioche. Ce qui est aussi un sujet de ce qu'Éric Fassin appelle la dépression militante, hein, c'est-à-dire on est en ce moment tenté de se dire, bon, ben, à quoi bon, puisqu'il faut se réarmer, puisque le monde n'est plus sûr entre Trump, Poutine, Xi Jinping, etc. Dans le monde dans lequel on est, il vaut peut-être mieux acheter des missiles que essayer de parier sur l'intelligence. Et du coup, c'est contre aussi une forme de nouvel ordre géopolitique que l'utilité des sciences sociales, de la littérature, des arts doit aussi se forger. Parce que dans le fond, il faut croire encore et continuer peut-être à dire, et c'est aussi une forme d'engagement, que plus que jamais,
au contraire, plus que jamais, toutes ces pensées sont utiles pour penser le monde et pour essayer le plus possible de le transformer dans un sens qui soit justement un sens qui ne soit pas l'ordre des réactionnaires, des obscurantistes, des illibéraux, des fascistes qui nous traînent dans une espèce j'ai envie de dire de noirceur, pour peut-être prendre un terme québécois, voilà, en finir avec la grande noirceur, ne pas entrer, pour citer Achille Mbembe, dans la grande nuit, voilà. Bon, il y a quelque chose d'obscur qui plane, on le sent, et contre quoi il faut continuer à se mobiliser et à se battre, évidemment. Oui, et tu viens de mentionner Achille Mbembe et j'ai plein de noms qui me viennent en tête. Je pense à Nuccio Ordine, à Martha Nussbaum. On pourrait évidemment faire un épisode complet sur des lectures pour nous armer, pour reprendre la métaphore militaire. Mais tu as quelques suggestions pour nous quand même de choses plus concrètes, je dirais, qu'on pourrait faire pour s'engager sans s'épuiser, des collectifs de lutte ou des organisations qui pourraient bénéficier de notre temps et de nos énergies dans cette lutte qu'on doit mener. Oui, alors évidemment, c'est pas un recensement exhaustif, non, bien mais sûr. Du coup, il y a eu quand même ces dernières années beaucoup de colloques et de conférences sur les questions de liberté académique. Une conférence notamment très intéressante de Gisèle Sapiro, qui est directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales et qui justement faisait aussi une conférence avec un retour historique un peu sur ces questions et qui essayait de les penser de manière un peu internationale. Alors, c'est pas une liste à la Prévert, mais disons que, bon, peut-être qu'on peut distinguer dans l'urgence, voilà, il y a des vies à sauver, des travaux à sauver et des données à sauver. Ça veut dire accueillir des chercheurs, des chercheuses qui sont menacées. Ça veut dire sauvegarder des données, alors comme on l'a fait déjà sous le premier mandat de Trump, pour sauvegarder notamment les données qui concernaient les données climatiques, la recherche sur le climat, la biodiversité, ou comme on l'a fait ensuite sur les questions de genre, de race, de discrimination, d'inégalité. Alors c'est rien de le dire, parce que sauvegarder les données, tout le monde pense, oui, à l'ère de l'IA, bon, ça a l'air facile. Non, c'est compliqué. Il y a des défis, évidemment, qui sont liés à la collecte, à la validation, à l'accessibilité, à la diffusion de ces données, voilà, qui sont toujours susceptibles d'être manipulées, détruites. Enfin, bon, en tout cas, il y a vraiment un enjeu autour de l'urgence de sauver les gens et sauver les informations et les travaux produits. Il y a aussi peut-être un autre temps, et évidemment ils se combinent les uns les autres, ils ne sont pas séparés. L'autre temps, c'est celui de la vigilance et puis du maintien de la pression à la fois à l'intérieur du monde académique et sur le monde politique. Des mobilisations, des manifestations pour faire connaître la situation. Moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point les gens ont peu conscience dans la population générale des conditions dans lesquelles on travaille. Quand on dit j'enseigne, je fais de la recherche à l'université, très souvent la réponse c'est « Ah oui, vous avez beaucoup de vacances scolaires, vous êtes très bien traité, voilà. » Non, c'est pas le cas. Et c'est loin d'être le cas partout. Donc, continuer à se mobiliser, mais aussi pas se mobiliser que contre, se mobiliser pour expliquer au monde ce que l'on fait. C'est quoi notre travail, à quoi on contribue, c'est quoi notre utilité sociale. On avait un collègue qui était en postdoc aux États-Unis, qui était venu nous visiter au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, dans lequel je travaille maintenant et que je salue pour la qualité de son accueil, et qui nous disait la situation un peu aux États-Unis depuis la réélection de Trump. Et j'étais très frappée parce que je lui demandais, mais est-ce que les mobilisations des universitaires vont jusqu'à organiser des liens avec ce qu'on appelle la société civile, donc les citoyennes et les citoyens, pour expliquer ce que les académiques font, en quoi on est utile, pour essayer d'être soutenu aussi par la population générale qui comprend pas toujours ce qu'on fait ou qui sait pas très bien dans quelles conditions on travaille. Donc c'est pas que des mobilisations, des manifestations contre, mais c'est aussi des manières de dire ce qu'on fait et de dire notre utilité sociale.
il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas, on est toujours dans l'ordre de l'obéissance, hein. Non, il y a aussi, parfois, on peut refuser de faire certaines tâches. Je pense notamment à des enseignants-chercheurs en France qui étaient complices d'une demande du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche française et qui avaient concocté un sondage qui, en gros, permettait de consigner, je le dis vite, hein, les opinions politiques des chercheurs pour évidemment les surveiller, peut-être les punir, on ne sait pas. Le projet a été stoppé par la mobilisation de collègues qui ont refusé de jouer le jeu du ministère et des collègues qui étaient complices de ce projet. On peut aussi évidemment organiser des événements pour dénoncer ce type d'envahissement ou d'intrusion dans le monde académique. On peut aussi maintenir, encore une fois, des événements quand ils sont annulés soit au nom soi-disant de la sécurité des personnels, ou voilà, refuser d'annuler, ça devient un geste politique fort ces temps-ci. Et puis évidemment prendre des prises de parole, voilà, dans des tribunes. Éric Fassin tient un blog sur le site de l'excellent média que je salue aussi au passage, Mediapart, dans lequel il peut publier, là, pour le coup, à sa guise, des prises de position pour expliquer ce qu'il se passe. Donc, c'est des choses qu'on peut faire aussi ponctuellement. Oui, et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très facile de parler à un public qui est même parfois un public auquel on n'a pas l'habitude de s'adresser et qu'on connaît même pas, qu'on sait même pas qu'on va pouvoir les rejoindre en expliquant certaines choses sur ces espaces-là. Oui, absolument. Il y a tout un tas de collègues d'ailleurs qui interviennent dessus, qui font de la pédagogie. Alors, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a tellement, mais oui, bien sûr, qui utilisent les réseaux sociaux pour essayer justement de contrer cette internationale réactionnaire, anti-intellectuelle, anti-science, etc. Et puis peut-être penser à plus long terme à créer des structures, hein, donc des observatoires, des coordinations, qui sont là justement pour défendre les libertés académiques et qui sont prises elles-mêmes dans tout un tas d'autres libertés qui vont ensemble, qu'il faut articuler avec la liberté académique. Je pense à la liberté de la presse, je pense à la liberté de concourir à des élections, par exemple, ou à intervenir dans le débat public sur des sujets qui sont des sujets d'actualité, mais que nos savoirs et nos savoir-faire peuvent éclairer. Et puis, évidemment, lutter contre la privatisation, la marchandisation de la production et de la diffusion des savoirs et des connaissances. Alors, dans le contexte de guerre dans lequel on est, hein, de réarmement dont je parlais, mais aussi, évidemment, dans le contexte, et là, on ne va pas ouvrir le débat parce que ce serait encore tout un épisode, mais sur l'intelligence artificielle générative, qui pose aussi tout un tas d'autres défis, en l'occurrence à l'université et au travail universitaire, aussi bien de recherche comme d'enseignement. Donc voilà, tout un tas d'observatoires, de structures, de coordination qui, sur le long terme, si elles ne s'épuisent pas et s'épuisent pas trop vite et coordonnent leurs actions, en tout cas chacune intervenant sur, voilà, avec sa propre grammaire, son propre style, sa propre particularité, mais peuvent créer une espèce de mosaïque de mobilisation qui continue finalement d'essayer de transformer le monde. Oui, et pour se sauver soi-même, et je dirais ceci en guise de conclusion, on peut aussi lire le manuel d'anti-autocratie, guide à destination des chercheurs et universitaires confrontés au recul de la démocratie, qui a été publié en 2025 et qu'on rend accessible sur notre page web. Donc, vous pouvez vous rendre à l'adresse j'habiteoujolutte.com pour consulter cette référence et toutes les autres ressources qu'on a citées pendant cet épisode et bien d'autres encore. Mais avant de terminer, bien sûr, je remercie énormément Éric Fassin de l'entretien qu'il nous a accordé, de sa grande générosité et des propos qu'il nous a offerts pour qu'on puisse continuer de réfléchir et de transformer le monde. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes. L'espace de la pensée est immense. La volonté de lutter, toujours renouvelée. Pour un autre monde, une autre humanité. J'habite où je lutte. Je lutte. Sur ce thème, il y aurait encore tant d'autres choses à dire, à partager. Poursuivons les échanges par site web interposé.
Retrouvez-nous sur j'habiteoujolutte.com pour découvrir les références des livres cités, des textes inédits, des entrevues, des vidéos, des photos, des illustrations. Et puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous rejoindre. Ce projet est aussi le vôtre et vous y êtes les bienvenus. Dramatic.